Le jour de mon divorce, j'ai hérité d'une fortune de centaines de milliards. Mon ex a amené sa maîtresse pour un entretien dans mon entreprise. Me voyant assise dans le fauteuil de PDG, il se fiche d'effroi, trempé de sueur froide et ma vengeance ne faisait que commencer. La pointe du stylo appuya sur les papiers du divorce, laissant le dernier trait. Je jetai le stylo sur la table. Le claquement sec du plastique contre le marbre résonna dans le café chic de Manhattan. J'avais fini de signer. En face de moi se trouvait Michel Dubois, mon mari depuis 3 ans, qui ne me jeta même pas un coup d'œil. Il fixait son téléphone, textant quelqu'un avec ce même sourire suffisant que j'avais regardé pendant 3 ans et qui m'avait écœuré tout aussi longtemps. Dans la chaise adjacente était assise une femme en robe cramoisie moulante. Chloé. Sa main reposait possessivement sur la cuisse de Michel. Ses ongles étaient peints d'un écarlate criard. Michel prit les papiers, jeta un bref coup d'œil à la signature, et son sourire s'élargit. Sophie, ne me reproche pas d'être sans cœur. En 3 ans, tu n'as même pas pu me donner d'enfant, et l'héritage Dubois a besoin d'un héritier. Chloé est déjà enceinte de 3 mois. Chloé couvrit sa bouche de sa main, gloussa doucement et se pressa contre Michel. Oh, Mikey, ne lui parle pas comme ça. C'est difficile pour elle aussi. Elle t'a épousé il y a 3 ans, et n'a même pas acheté de bijoux décents. La pauvre. Je pris la tasse de café noir long et froid devant moi et en bus une gorgée lente. Le liquide froid me brûla la gorge. L'amertume explosa sur le bout de ma langue, mais pas un seul muscle ne bougea sur mon visage. Michel n'aimait clairement pas ma réaction. Il tapota son doigt sur les papiers du divorce et une note de faveur condescendante résonna dans son ton. L'appartement est ma propriété prénuptiale. La voiture est aussi à mon nom, mais en souvenir du fait que nous étions mari et femme, tu peux prendre tes vêtements et ton maquillage. Je peux même payer la caution et 3 mois de loyer pour ton nouvel appartement minable. Je posai la tasse et rencontrai son regard. Ce n'est pas suffisant. Michel laissa échapper un grognement méprisant, sortit une enveloppe de la poche intérieure de sa veste de costume et la jeta devant moi. Tiens, $1000. Prends-le. Ce sera suffisant pour que tu commences. Et souviens-toi, à partir d'aujourd'hui, toi Sophie, tu n'as absolument rien à voir avec moi, Michel Dubois. Assure-toi de ne pas revenir en rampant en pleurs, me suppliant plus tard. Chloé tendit la main et poussa l'enveloppe plus près de moi. Ses longs ongles griffèrent le papier avec un léger froissement. Elle inclina la tête sur le côté et parla de sa voix doucereuse. Prends-le, Sophie. Si les choses deviennent vraiment difficiles et que tu n'as rien pour vivre, viens dans notre entreprise, tu pourras obtenir un emploi de femme de ménage. Je mettrai un bon mot pour toi auprès de Michel. Nous ferons jouer nos relations. Michel pinça affectueusement la joue de Chloé et rit. Tu es trop gentille. Tu n'as pas besoin de te gêner avec des gens comme ça, une campagnarde qui n'a même pas fini ses études. Si je ne l'avais pas épousée à l'époque, elle serait morte de faim dans la rue il y a longtemps. Ces $1000 sont le comble de ma générosité. Je tendis la main, pris l'enveloppe et la pesai dans ma paume. Légère. Ces $1000 ne suffiraient même pas à réparer une carie. À cet instant précis, mon téléphone, posé sous la table, vibra. L'écran s'alluma. Un message était arrivé. Quand je baissai les yeux, mes pupilles se contractèrent brusquement. C'était une suite de chiffres, si longue que je dus compter les chiffres pour comprendre l'échelle. Le message provenait d'un numéro enregistré dans mes contacts comme avocat de grand-père. Il ne contenait que 2 courtes lignes. Chère Sophie, le dernier testament de Monsieur Jean-Pierre Leclerc a officiellement pris effet. Selon le texte du testament, 100% des actions de Sterling Holdings, 37 propriétés immobilières, les droits de revenus de 12 brevets. Ainsi que le fonds fiduciaire familial d'une valeur totale estimée à environ 15 milliards de dollars, ont été entièrement transférés à votre nom à partir de minuit aujourd'hui. Les documents légaux pertinents ont été envoyés à votre adresse email. Nous vous demandons de vous présenter dans les 3 jours ouvrables pour finaliser la confirmation ultime des 15 milliards de dollars. Je tournai le téléphone face contre terre et le posai très délicatement sur la table, comme si j'avais peur de faire fuir quelque chose. Michel manqua complètement mon état d'esprit. Il se leva, ajusta sa cravate et me regarda de haut. Bien, tout est dit, Sophie. À partir d'aujourd'hui, nous sommes quittes. Suis ton propre chemin. Oh, Mikey, non.
Elle prendra son petit chemin de terre pathétique et nous marcherons sur notre grande autoroute. Chloé le corrigea en riant, s'accrochant à son bras comme une sangsue. Michel passa son bras autour de sa taille et ils se dirigèrent vers la sortie du café. Juste avant de partir, Chloé se retourna et prononça silencieusement le mot eau perdante. Ils poussèrent la porte vitrée. Les panneaux ne s'étaient même pas encore refermés, et la voix de Michel me parvenait déjà de la rue. Chérie, tu disais que tu avais repéré ce sac à 25 000 $. Nous irons l'acheter cet après-midi. Nous célébrerons ton statut de Madame Dubois officielle. Vraiment, Mikey? Tu es le meilleur. Où allons-nous dîner ce soir? Je veux aller dans ce restaurant cher de Manhattan. Leurs voix s'évanouirent au loin. Je restai immobile. Les rares clients du café jetaient des regards furtifs dans ma direction. La pitié et la curiosité se mêlaient dans leurs yeux. Je pris le café froid, le bus d'une traite, puis pris l'enveloppe avec les 1000 $, la pliai en deux et la glissai dans mon sac à main. Le téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était un message avec une photo de l'avocat. J'ouvris le message. Un bureau au dernier étage d'un gratte-ciel. Des fenêtres panoramiques du sol au plafond et toute la ligne d'horizon de New York s'étendant en contrebas comme sur la paume d'une main. Sous la photo, il y avait une note. Siège social de Sterling Holdings, 39e étage. Votre bureau de PDG est prêt. Je regardai cette photographie pendant exactement 30 secondes. Puis je me levai, pris mon sac et sortis du café. Le soleil de septembre me frappa directement le visage, m'aveuglant un peu. Je protégeai mes yeux avec ma main. De l'autre côté de la rue, Michel ouvrait justement la porte d'une BMW blanche pour Chloé. Je connaissais cette voiture. Il l'avait achetée l'année dernière pour 60 000 $. À l'époque, je voulais acheter une machine à laver à 300 $, et il m'avait réprimandé pendant toute une semaine, m'accusant de ne pas savoir économiser. Avant de monter dans le siège passager, Chloé me vit de l'autre côté de la rue. Son sourire s'élargit 2 fois plus. Elle leva la main, me fit signe et articula clairement avec ses lèvres. Bye bye, ex. Le moteur de la voiture de luxe rugit. Un nuage d'échappement blanc jaillit du pot d'échappement. La voiture se fondit dans la circulation et disparut. Je détournai le regard, ouvris les contacts sur mon téléphone et trouvai le numéro de l'avocat Armand Stanton. Le téléphone ne sonna qu'une fois, et on décrocha. La voix à l'autre bout était respectueuse et calme. Sophie, avez-vous examiné les documents? Oui. Ma voix était absolument stable. Armand, qu'est-ce que mon grand-père a d'autre laissé? Monsieur Leclerc vous a laissé un enregistrement vidéo. Il a ordonné qu'il vous soit remis uniquement le jour où votre procédure de divorce serait finalisée. De plus, l'avocat fit une pause. La dernière directive de Jean-Pierre. Sterling Holdings comprend 12 filiales. La plus rentable d'entre elles est Starlight Media. La même entreprise où votre ex-mari, Monsieur Michel Dubois, travaille actuellement. Mes doigts serrant le téléphone devinrent blancs. Starlight Media est une filiale de Sterling? Oui, propriété à 100%. En d'autres termes, Sophie, à partir de minuit aujourd'hui, vous êtes la patronne de Monsieur Michel Dubois. Un silence de 3 secondes plana dans l'air. Armand, faites les arrangements nécessaires. Je levai la tête et regardai les gratte-ciel imposants au loin. La façade vitrée du plus haut reflétait les rayons dorés du soleil. Demain matin à 9 h, je me rendrai à Starlight Media en tant que nouvelle directrice générale. Très bien, Sophie. Dois-je informer la direction de Starlight Media à l'avance? Pas besoin. J'ouvris la porte d'un taxi, m'assis sur le siège arrière et donnai l'adresse d'un hôtel 5 étoiles. Je veux voir leur visage de mes propres yeux demain matin. Raccrochant le téléphone, je m'adossai au siège et fermai les yeux. 3 ans. J'avais épousé Michel à 19 ans, abandonnant mon collège du Midwest et le suivant dans cette ville étrangère. À l'époque, il n'était qu'un petit commis, et nous louions un appartement exigu de 30 mètres carrés dans le Queens. Je lavais, je cuisinais, et avec l'argent que je gagnais grâce à un travail acharné, je lui achetais son premier costume décent. Quand il changea de travail pour la première fois, je restai assise et relus son CV lettre par lettre. Il disait qu'il rêvait de créer sa propre entreprise. Sans hésiter, je lui donnai toutes mes économies, 10 000 $, et tout partit en fumée.
La nuit où il s'est saoulé et m'a frappé, je me suis agenouillé sur le sol, essuyant le sang de ma lèvre fendue, me disant que c'était la dernière fois. Mais ce n'était pas la dernière fois. En 3 ans, j'ai enduré cela 17 fois. 17 fois. J'en ai eu assez. Le taxi s'arrêta à l'entrée de l'hôtel. Le portier se précipita pour m'ouvrir la porte. Je lui tendis la carte bancaire. Cette même carte noire illimitée que l'assistant de l'avocat m'avait livrée hier quand la puce a été lue par le terminal. Le regard de la réceptionniste changea subtilement. Je repris la carte, entrai dans l'ascenseur et appuyai sur le bouton de la suite Pentouse au dernier étage. Une sensation d'apesanteur monta de mes pieds à ma poitrine. Je regardai mon reflet dans les portes miroirs de l'ascenseur. Cheveux négligemment attachés. Pas un gramme de maquillage sur mon visage, une veste en jean délavée. Toute ma tenue coûtait $40 au maximum. Je ne cadrais absolument pas avec cette suite qui coûtait $1500 la nuit. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. J'entrai dans la pièce, retirai mes baskets et marchai pieds nus sur le tapis jusqu'à la fenêtre panoramique. La ville la nuit s'étendait à mes pieds, les lumières scintillaient comme de l'or dispersé. Je sortis mon téléphone, ouvris le fichier de la structure de l'entreprise envoyé par l'avocat et fis défiler. Dans la section de la direction intermédiaire, je trouvai un nom familier. Michel Dubois, directeur adjoint du marketing, adjoint. Je fis défiler plus loin. Son superviseur direct, chef de département, Bruno Morel. Au-dessus de Bruno Morel se trouvait le vice-président, Victor Prévost. Et le point final de cette chaîne de commandement était marqué par quelques mots. Bureau du PDG. Je fermai le fichier et jetai le téléphone sur le lit. L'eau chaude rugissait dans la salle de bain. La vapeur obscurcissait le grand miroir. Je passai sous la douche. L'eau bouillante coula sur mes épaules, brûlant ma peau de rouge. Pour la première fois en 3 ans, j'eus l'impression que l'eau emportait. Non pas la saleté de mon corps, mais autre chose. Cet épuisement qui m'avait rongé jusqu'aux os. Cette humiliation qui collait à ma peau, et chaque marque laissée par Michel sur mon corps s'évacuait par le drain. Sortant de la douche, je m'enroulai dans un peignoir, m'assis sur le bord du lit et ouvris le fichier vidéo de l'avocat. L'écran s'alluma. La vidéo montrait un bureau classique et strict. Une peinture d'un paysage américain classique était accrochée au mur, et à côté se trouvait un fauteuil ancien en chêne. Dans le fauteuil était assis un vieil homme en costume de laine impeccable. Ses cheveux gris étaient impeccablement coiffés, et son regard était aussi perçant que de l'âme. Jean-Pierre Leclerc, le fondateur de Sterling Holdings. Dans les milieux d'affaires, il était surnommé l'ours de Wall Street. Il était parti de rien, travaillant comme docker à Brooklyn, et en 40 ans avait bâti un empire commercial. C'était mon grand-père que je n'avais pas vu depuis 19 ans. Le vieil homme dans la vidéo commença à parler. Sa voix était âgée mais incroyablement puissante. Sophie, quand tu verras cette vidéo, je serai déjà mort. Ton père sans valeur s'est brouillé avec moi à cause d'une femme, t'a emmené, toi et ta mère, et a quitté la famille. En parole, je t'ai renié, mais dans mon cœur, je n'ai jamais pu lâcher prise. Toutes ces années, je t'ai cherché. Il fit une pause, toussa 2 fois et continua. Je t'ai cherché pendant 19 ans et quand je t'ai trouvé, tu étais déjà marié à ce petit voyou Dubois. J'ai ordonné une enquête de fond sur lui. En un mot, un zéro complet. Et il est complètement indigne de ma petite fille. Je retins mon souffle. Sophie, tu penses probablement, puisque grand-père t'a trouvé, pourquoi ne t'a-t-il pas immédiatement ramené à la maison? Le vieil homme se pencha en arrière dans sa chaise, et son regard sembla me transpercer à travers l'écran. Parce que la petite fille de Jean-Pierre Leclerc ne peut pas être une femme battue se cachant derrière le dos de son mari. Je devais te donner la chance de te réveiller par toi-même. Le feu devait s'enflammer en toi. Une flamme allumée par les mains de quelqu'un d'autre s'éteindra au premier coup de vent, mais ce qui s'allume par soi-même déclenchera un feu de forêt. Il sourit soudainement. Sur son visage, sillonné de profondes rides, éclata le seul sourire de toute la vidéo. Ne reproche pas à ton vieil homme d'être cruel. Chaque insulte que tu as endurée pendant ces 3 ans, je l'ai vue. Souviens-toi, dans la famille Sterling, nous ne nous contentons pas d'encaisser, nous rendons l'appareil. Si quelqu'un te poignarde, tu dois lui rendre l'appareil. Si quelqu'un prend ce qui est à toi, tu dois récupérer 2 fois plus. Maintenant,
tu as 15 milliards entre les mains. Va et fais ce que tu veux. Même si tu fais tomber le toit, la famille Sterling te soutient. Et enfin, je te donne une simple vérité. Regarde comment il construit son grand château et regarde comment ce château s'écroule. La vidéo se termina. Je restais assise sur le lit, immobile. Le climatiseur émettait un léger sifflement. Au dehors, une sirène d'ambulance hurlait au loin. Je touchais ma joue. Mes doigts trouvèrent de l'humidité. 19 ans. Mon grand-père m'avait cherché pendant 19 ans. J'essuyais les larmes, me levais et marchais vers la fenêtre. Mon visage se reflétait dans la vitre. Dans mes traits, il y avait une ressemblance insaisissable avec ce vieil homme dans la vidéo. Pour la première fois en 3 ans, je me regardais de près. La ligne des sourcils, l'arête du nez, la mâchoire cachée dans tout cela était l'ombre d'une autre personne. Le téléphone sonna à nouveau, un numéro inconnu, je répondis. À l'autre bout, la voix d'un jeune homme, teintée d'une tentative prudente de tâter le terrain. Bonjour, est-ce mademoiselle Sophie Leclerc? Mon nom est Yann Sanders. Je suis le directeur des ressources humaines de Sterling Holdings. L'avocat Stanton m'a informé que vous prévoyez de visiter Starlight Media pour une inspection demain. Je voulais confirmer l'heure et vos préférences. Exactement à 9 heures. Ma voix était complètement dépourvue d'émotion. Je me tenais appuyé contre la vitre. Aucune préparation n'est nécessaire. À mon arrivée, je réunirai immédiatement tout le monde dans la salle de conférence. Compris. Et une autre chose, Sophie. Yann Sanders hésita. À Starlight Media, un entretien de routine est prévu pour lundi prochain. Il y a un nom sur la liste des candidats. Je pense que cela pourrait vous intéresser. Une certaine Chloé, 27 ans, postule pour le poste de spécialiste en développement de marque, recommandé par Michel Dubois, directeur adjoint du marketing. Mon doigt traça lentement un cercle sur la vitre. Menez l'entretien comme prévu. Ne prévenez personne de mon identité. Laissez-moi une place à l'entretien. Compris, Sophie. Raccrochant, je regardais la ville s'étendre à perte de vue. Au loin brillait une enseigne sur la façade de l'un des bâtiments. Starlight Media. Nous faisons briller chaque étoile. Demain, je déciderai moi-même du genre de lumière que cette étoile particulière ferait briller. Les lumières de la ville s'allumèrent les unes après les autres. Je tirai les rideaux, m'allongeai sur le lit immense et fermai les yeux. La dernière chose qui me vint à l'esprit fut le sourire confiant et condescendant sur le visage de Michel quand il me jeta les papiers du divorce. Demain, j'effacerai ce sourire de son visage morceau par morceau. Le lendemain matin à 8h40, une Mercedes Maybach noire s'arrêta à l'entrée du bâtiment Starlight Media. Le chauffeur sortit, contourna la voiture et m'ouvrit la porte. Quand je posai le pied sur le trottoir, le gardien de sécurité à l'entrée fut littéralement stupéfait. Il occupait ce poste depuis 3 ans, avait vu des milliers de personnes, des demandeurs d'emploi aux coursiers, mais n'avait jamais vu personne sortir d'une voiture de cette classe pour venir à son bureau. Je portais un tailleur de satin vert émeraude avec une taille ajustée. Mes stilettos de 3 pouces claquaient sèchement sur le sol en marbre, laissant un écho de confiance absolue. Je laissais mes cheveux tomber lâchement sur mes épaules, et des boucles d'oreilles en perles scintillaient à mes oreilles. La nuit dernière, l'avocat Stanton les avait apportés, disant que cela faisait partie d'une collection de bijoux que grand-père avait spécifiquement gardé pour moi. La jeune femme à l'accueil posait justement des badges visiteurs. Entendant les pas, elle leva la tête et se figea. « Excusez-moi, qui venez-vous voir ?» Ne prévenez personne. J'ôtai mes lunettes de soleil foncé et balayai son badge d'un regard. 9 heures, où est la salle de conférence? Au 16e étage. Mais vous êtes... Elle était visiblement dépassée par mon aura et commença à bégayer. Je ne pris pas la peine de lui répondre et me dirigeai vers les ascenseurs. Le chauffeur me suivit, plus précisément, mon assistant personnel, Antoine. Il avait la trentaine, vêtu de manière impeccable, portant un porte-documents en cuir noir. Il marchait d'un pas régulier, gardant une distance d'un bras légèrement derrière moi. Pendant que nous attendions l'ascenseur, un groupe d'employés de Starlight Media se tenait à proximité. Des bribes de leur conversation me parvinrent. « Tu as entendu? Le directeur adjoint du marketing Michel Dubois est promu aujourd'hui. »« Non, vraiment? À quoi? »« Chef de département. »
Bruno Morel a été transféré dans une succursale la semaine dernière. Le poste s'est ouvert. Tout le monde dit que la chaise est définitivement celle de Michel. C'est le préféré du vice-président Victor Prévost après tout. Et sa petite amie Chloé est censée venir pour un entretien aujourd'hui aussi. Une vraie entreprise familiale. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Plusieurs personnes se tenaient déjà à l'intérieur. Et le visage de celui qui se tenait en plein centre, je l'aurais reconnu même les yeux fermés. Michel Dubois. Il portait ce même costume Armani gris. Ses cheveux étaient raidis avec du gel. Il tenait une tasse de café d'un café cher dans sa main et, tournant la tête, discutait de quelque chose avec la personne à côté de lui. À côté de lui se tenait un homme grand et mince avec des lunettes à monture dorée. Son badge indiquait « Vice-président Victor Prévost ». Au milieu d'une phrase. Michel déplaça son regard vers les portes de l'ascenseur. Les mots se bloquèrent dans sa gorge. En une fraction de seconde, ses pupilles se rétrécirent en point, passant de la confusion au moment de la reconnaissance au choc à la vue de mon tailleur de satin émeraude. Et quand son regard tomba sur les boucles d'oreilles en perles à mes oreilles, une panique incontrôlable traversa le fond de ses yeux. Il ouvrit la bouche, mais ne prononça absolument rien. J'entrai dans l'ascenseur. Antoine me suivit et appuya sur le bouton du 16e étage. Les portes se refermèrent lentement. Un silence de mort s'abattit sur la cabine, seulement brisé par le bourdonnement de la ventilation. Sophie, Michel parvint enfin à dire. Sa voix portait un léger dédain. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Je ne le regardais pas. Il me regarda de haut en bas, déglutit difficilement et laissa échapper un rire moqueur, élevant délibérément la voix pour que tout l'ascenseur puisse l'entendre. « Sophie, le stress t'a fait perdre la tête. Où as-tu loué ces vêtements? Où es-tu venue postuler pour un poste de femme de ménage? Attends, tu n'as même pas de diplôme? Comment t'ont-ils même laissé entrer? » L'homme qui se tenait à côté de lui, Victor Prévost, ajusta ses lunettes et posa son regard sur moi pendant environ 2 secondes. Il sembla sentir que quelque chose n'allait pas, mais il resta silencieux. Michel ne s'arrêtait pas. « Si tu es venu me supplier, je te conseille de faire demi-tour tout de suite et de partir. Tout a été clairement énoncé dans les papiers hier. Nous sommes quittes. Ne pense pas que si tu fais une crise à mon travail, ça changera quoi que ce soit. La semaine prochaine, Chloé et moi allons nous marier. Tu ferais mieux. » L'ascenseur s'arrêta au 12e étage. Les portes s'ouvrirent et 2 employés entrèrent. Remarquant la tension dans la cabine, elles se pressèrent tactiquement dans un coin et se turent. 16e étage. Les portes s'ouvrirent et je sortis. Michel sortit après moi. Son bureau était également situé ici. Une foule s'était déjà rassemblée dans le couloir. La plupart tenaient des cahiers. De toute évidence, tout le monde avait reçu la notification pour une réunion d'urgence et se dirigeait en groupe vers la salle de conférence. Je me dirigeais directement vers le fond du couloir. Je poussai la porte. À l'intérieur étaient assis environ 20 personnes, chefs de département, adjoints, personnel clé. Entendant le cliquetis des talons, ils tournèrent la tête de manière synchrone vers les portes et se figèrent collectivement. Ils ne me connaissaient pas, mais ils connaissaient parfaitement Michel, qui à ce moment-là se tenait derrière moi, l'air d'avoir avalé un citron. J'entrai dans la pièce et me dirigeai directement vers le siège du président. C'était la seule chaise avec un haut dossier en cuir. Normalement, le PDG de Starlight Media s'y asseyait aujourd'hui. Il était en voyage d'affaires. La chaise était vide. Je posai ma main sur le dossier de la chaise, la tirai lentement et m'assis. Pendant 3 secondes, un silence de mort régna dans la pièce. Victor Prévost, celui aux lunettes dorées, fronça les sourcils et frappa ses phalanges sur la table. « Mademoiselle, ce n'est pas votre place. Si vous avez des affaires ici, enregistrez-vous d'abord à la réception. Si vous êtes ici pour un entretien, les ressources humaines sont au 13e étage. » Je l'ignorais et regardai Antoine. Antoine ouvrit sa mallette, en sortit 2 dossiers et les posa sur la table. Premièrement, le certificat de propriété à 100% des actions de Starlight Media par Sterling Holdings, portant un sceau rouge vif. Deuxièmement, les documents de transfert de propriété. Ils portent mon nom en noir sur blanc, et la participation est de 100%. Selon la résolution d'hier du conseil d'administration de Sterling Holdings, la voix d'Antoine était posée.
Avec la clarté d'un présentateur de nouvelles, Mademoiselle Sophie Leclerc assume officiellement le poste de nouvelle directrice générale de Starlight Media. La décision prend effet à compter d'aujourd'hui. Voici les documents correspondants. Veuillez les examiner. Victor Prévost arracha les documents. Ses lunettes manquèrent de glisser de son nez. Son cou, comme un roulement rouillé, se tourna brusquement vers moi. Ses lèvres tremblèrent. Sophie Leclerc? Comme Jean-Pierre Leclerc? Oui. Ma voix était aussi calme qu'une lame glissant sur du papier. Ce Leclerc. La salle de conférence explosa. Des chuchotements, des halètements aigus, le raclement des chaises poussées en arrière se mêlèrent en un seul rugissement. Tous les regards, comme des dizaines de flèches, percèrent simultanément Michel Dubois, qui se tenait près des portes. J'avais regardé le visage de Michel pendant 3 ans, mais je ne l'avais jamais vu ainsi. D'abord, de son teint jaunâtre habituel, il devint d'une pâleur mortelle, puis il acquit une teinte vert terre. La tasse en carton lui échappa des mains et tomba au sol avec un bruit sec. Le café éclaboussa son pantalon, mais il ne broncha même pas. Victor Prévost se tourna vers lui. Sa voix se brisa. Tu n'as pas dit qu'elle était une campagnarde sans éducation? Le larynx de Michel fit des va-et-vient. Ses lèvres tremblèrent longtemps, mais il ne put émettre aucun son. Asseyez-vous, je lui lançai l'ordre. Le regardant droit dans les yeux, il recula instinctivement et s'effondra sur la chaise la plus proche. Ses mouvements étaient aussi raides qu'une planche. Je balayai du regard la vingtaine de personnes présentes. Les expressions sur leurs visages variaient considérablement. Choc, panique, stupeur et effroi. Quelqu'un cachait un téléphone sous la table, tapant hâtivement un message. J'attendis que les chuchotements dans la pièce s'éteignent et parlaient. Mon nom est Sophie Leclerc. À compter d'aujourd'hui, l'autorité de signature finale dans toutes les affaires de Starlight Media m'appartient. Je ne parlais pas vite, mais chaque mot s'enfonçait dans l'air comme un clou. J'ai une habitude. Avant de me mettre au travail, je regarde les livres de comptes. Je tendis la main. Antoine y plaça un dossier. Le rapport financier de Starlight Media pour le dernier trimestre. Je l'ai déjà examiné. J'ouvris le document, parcourus les chiffres et courbai légèrement les lèvres en un sourire. Le budget marketing du 3e trimestre est dépassé de 47%. La signature de la personne qui a approuvé le dépassement est Michel Dubois. Michel releva violemment la tête. Ce projet a été approuvé par Victor Prévost. Victor Prévost a approuvé une variance budgétaire dans une marge de 20%, je le coupais. Et à quoi sont allés les 27% restants? Dîner avec les clients, gonfler les métriques de trafic, ou boucher les trous de votre compte bancaire personnel. Sa bouche s'ouvrit et se referma comme un poisson jeté sur le rivage. Demain, une équipe d'audit arrive. Je fermai le dossier d'un coup sec et le mis de côté. L'ensemble du département comptable de toutes les divisions pour les 3 dernières années sera audité de fond en comble. Si des violations sont constatées, l'argent devra être restitué. Quiconque devra rendre des comptes le fera, quiconque devra être remis aux autorités le sera. Starlight Media ne couvrira personne. Il devint si silencieux dans la salle de conférence qu'on aurait pu entendre une épingle tomber. Tout le monde avait peur de respirer fort. Je me tournai vers le vice-président, Victor Prévost. Vous avez récemment mentionné que je devrais me rendre à un entretien au 13e étage. Des gouttes de sueur roulaient sur le front de Victor et pendaient aux plaquettes de son nez de ses lunettes dorées. Sophie, je m'excuse. J'ai parlé par ignorance. Je ne savais vraiment pas qui vous étiez. Ce n'est rien de terrible, dis-je sereinement. Je ne garde pas rancune. Victor exhala de soulagement. Ses épaules s'abaissèrent d'1 ou 2 centimètres, mais je me souviens très bien des gens, continuai-je. Victor, vous êtes dans l'entreprise depuis 7 ans. Les 5 premières années ont montré d'excellentes métriques, mais au cours des 2 dernières années, les départements marketing et vente que vous supervisez ont perdu 3 clients clés. Le chiffre d'affaires annuel a constamment diminué. Quelle en est, selon vous, la raison? Victor ouvrit la bouche, mais baissa finalement la tête. C'est un problème de notre compétence, Sophie. La compétence peut être améliorée, je me penchai en arrière dans ma chaise et posai mes doigts sur les accoudoirs. Mais si les ressources sont gaspillées sur les mauvaises personnes, ce n'est plus une question de compétence. C'est une question de bon sens.
Alors que je prononçais ces mots, je jetai un coup d'œil désinvolte en direction de Michel. Michel était assis là, ses doigts blanchis agrippant son pantalon au genou. Ses lèvres tremblaient, une veine pulsait follement sur sa tempe. À cet instant précis, une voix doucereuse retentit depuis l'entrée de la pièce. « Mikey, je suis là. L'entretien sera-t-il dans ?» Chloé s'élança dans la pièce sur des talons hauts, mais se figea au milieu de sa phrase comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton pause. Elle me vit assise à la tête de la table dans un tailleur émeraude, entourée de 20 cadres supérieurs me regardant avec admiration. La tenue de Chloé aujourd'hui pourrait être décrite en 2 mots, trop d'efforts. Une robe rose vif moulante avec un décolleté plongeant, portant un faux sac Chanel évident. La couche de maquillage sur son visage ressemblait à du plâtre. Derrière elle, 2 autres jeunes femmes qui étaient venues pour l'entretien se recroquevillèrent. Elles se tortillèrent nerveusement dans l'embrasure de la porte, clairement stupéfaites par l'atmosphère dans la pièce. Sophie. Les yeux de Chloé s'écarquillèrent comme des soucoupes, comme si elle avait vu un fantôme. « Qu'est-ce que tu fais assise là? Tu as complètement perdu la tête? » « Sécurité. Sécurité. Madame. » Antoine parla d'un ton posé, froid et officiel. « Surveillez ce que vous dites. Devant vous se trouve la nouvelle directrice générale de Starlight Media, Mademoiselle Sophie Leclerc. » Le faux sac glissa des mains de Chloé sur le sol. Le fermoir s'ouvrit. Rouge à lèvres, incompacte, son téléphone et des mouchoirs roulèrent sur le tapis. L'ignorant, elle chancela, se tordit la cheville sur son stiletto et s'agrippa au chambranle de la porte pour ne pas tomber. « PDG ?» Sa voix se transforma en un couinement. « Impossible. Ce n'est qu'une pauvre idiote sans père ni mère. Elle a même abandonné l'université. Comment peut-elle être PDG ? J'ai vérifié ses antécédents. Ce n'est qu'un objet usé que Michel a jeté. » 20 personnes dans la pièce aspirèrent simultanément de l'air entre leurs dents. Je ne me levai pas et n'élevai pas la voix. Je pris un stylo, le fis tourner entre mes doigts et levai les yeux vers Chloé. « Mademoiselle, je viens d'enregistrer tout ce que vous avez dit. » Je hochai la tête vers le téléphone posé sur le bord de la table. Diffamation, insulte, humiliation publique, diffamation d'entreprise. Combien de jours de détention pensez-vous que ces accusations combinées rapporteront ? Le visage de Chloé devint d'abord aussi rose que sa robe, puis rapidement blanc. De plus, vous avez mentionné être venu pour un entretien. Je pris le CV à Antoine. Ce même CV de Chloé imprimé avec un design flashy. Dans la section expériences professionnelles, seulement 2 entreprises sont listées. Vous n'êtes pas resté 6 mois dans aucune d'elles. Le poste est spécialiste en développement de marque. Correct. Les exigences de notre entreprise sont un baccalauréat et un minimum de 3 ans d'expérience pertinente. Lequel de ces critères remplissez-vous ? Michel m'a recommandé. La voix de Chloé trembla. Il a dit que cette place était spécifiquement pour moi. Mikey. Je roulai lentement le mot sur ma langue et me tournai vers mon ex-mari, le directeur adjoint du département du bois. Décidez-vous vous-même du processus d'embauche dans cette entreprise. Michel se leva de sa chaise, bougeant comme une marionnette en bois. Son regard papillonna entre Chloé et moi. Ses lèvres se contractèrent plusieurs fois avant qu'il ne parvienne à dire « Sophie, Chloé ne comprend juste pas comment les choses fonctionnent ici. Ne la juge pas trop durement. » Je gloussai. Le rire retentit de manière inattendue, aigu dans le silence de la pièce. Une adulte de 27 ans. Et vous voulez tout mettre sur le compte du fait qu'elle ne comprend pas ? Dubois, vous travaillez dans le monde de l'entreprise depuis des années. Avez-vous inventé cette logique vous-même ? Ou est-ce votre mère qui vous a appris cela ? Quelqu'un dans la pièce ne put se retenir et laissa échapper un reniflement étouffé. Immédiatement, couvrant sa bouche de sa main. Le visage de Michel devint cramoisi. Il serra les poings, ses épaules tremblant légèrement, mais il ne put dire un mot. Il comprenait parfaitement. Il n'avait aucune carte maîtresse en main. Chloé paniqua complètement. Elle se baissa et commença à ramasser frénétiquement ses affaires éparpillées. Un faux cil se décolla. Le fond de teint dans les plis de son nez commença à craqueler. Elle se leva tant bien que mal. Le talon d'une de ses chaussures s'était cassé. Boitant, elle recula vers la porte, marmonnant sous sa respiration. Impossible.
Cela ne peut tout simplement pas être. Mikey, dis-moi que c'est un rêve. Michel la regarda, puis moi. Quelque chose ressemblant à une supplication apparut dans ses yeux. Sa voix devint calme et complètement différente du ton condescendant avec lequel il m'avait parlé au café hier. Sophie, pouvons-nous parler en privé? Juste 5 minutes. Je le regardais, l'homme qui m'avait autrefois pointé du doigt, me traitant d'inutile. L'ex-mari qui hier m'avait humilié avec $1000, ce Michel qui se tenait maintenant au milieu de la salle de conférence, trempé de sueur froide, les genoux tremblants à l'intérieur de son pantalon. En privé? Je me penchai en arrière dans ma chaise, le menton appuyé sur ma main. Pensez-vous avoir atteint ce niveau de salaire, directeur adjoint? Un léger sifflement s'échappa de sa gorge comme si quelque chose s'était brisé à l'intérieur. Je me levai, pris le rapport budgétaire avec sa signature sur la table et marchai vers lui. Seule une fine feuille de papier nous séparait. Hier, vous avez dit qu'à partir d'aujourd'hui, nous n'avions absolument rien à voir l'un avec l'autre. Je levai le document à la hauteur de ses yeux. Vous aviez raison. Nous n'avons vraiment rien à voir, car à partir de ce moment je claquai le rapport contre sa poitrine. Il ne parvint pas à le rattraper, et les feuilles voltigèrent sur le sol avec un froissement. Mon argent est l'argent de la famille Sterling. Mon pouvoir est le pouvoir de Sterling Holdings. Et vous, Michel Dubois, n'êtes qu'un de mes subordonnés. Compris? Subordonné. Votre salaire, vos primes, votre droit de siéger dans votre bureau privé. Tout cela dépend d'une seule de mes pensées. Je me retournai, marchai vers le siège du président, mais ne m'assis pas. Appuyant mes mains sur le bord de la table, je me penchai légèrement en avant et balayai du regard toutes les personnes présentes. Messieurs, je dirai une dernière chose. À compter d'aujourd'hui, les règles de Starlight Media changent. Ceux qui sont habitués à se laisser porter par les relations, les fantaisies ou les malversations. Mon regard s'attarda une seconde sur Michel et Victor Prévost. Réfléchissez pendant votre temps libre à ce que vous valez vraiment. Si vous ne comprenez pas, la porte est en bas. Ne la laissez pas vous frapper en sortant. Si vous comprenez, restez et prouvez votre valeur par les résultats. Réunion ajournée. Je pris mes lunettes de soleil sur la table, les mis et me dirigeai vers la sortie. Passant devant Chloé, qui se recroquevillait dans l'embrasure de la porte, je remarquai ses lèvres tremblantes. Elle essaya de dire quelque chose mais ne put qu'émettre un léger couinement. Je ne ralentis même pas mon pas. Antoine me suivit et dit doucement, « Sophie, le parking souterrain est au sous-sol 2. Rapport sur le calendrier de l'auditeur pour demain dans la voiture. » Je rétorquai, « Le rapport sur l'horaire de l'auditeur pour demain dans la voiture. » Les portes de l'ascenseur se refermèrent lentement devant moi, coupant le silence de mort de la salle de conférence. Dans la dernière seconde, je parvins à voir Michel Dubois s'accroupir, ramassant les feuilles de budget éparpillées tandis que Chloé, dans sa chaussure cassée, se blottissait contre le chambranle de la porte. Personne ne s'approcha pour l'aider. Descendant du 16e étage, je ne quittai pas immédiatement le bâtiment. Antoine me guida à travers les étages, du département marketing en open space au bureau du département financier, puis au 17e étage où siégeaient les cadres supérieurs. Partout où je passais, les gens qui, une seconde auparavant, étaient scotchés à leur téléphone à bavarder, se mettaient instantanément au garde-à-vous, et les claviers commençaient à cliqueter furieusement. Dans le coin du département marketing se trouvait un petit bureau avec une plaque indiquant « Directeur adjoint du département ». Je m'arrêtai, poussai la porte et entrai. Le chaos régnait sur le bureau, des piles de papier, des cartes de visite, des emballages de bonbons. À côté de l'écran se trouvait une photo encadrée de Michel et Chloé s'embrassant sur une plage. Sur le coin du bureau était posé un trophée. Meilleur manager du premier semestre de l'année, Starlight Media. Je pris le trophée et le pesai dans ma main. Antoine, quels sont les critères pour recevoir cette récompense? Selon la politique interne, le lauréat doit assurer la réalisation du quota de vente trimestrielle de son département à hauteur d'au moins 90%. Antoine vérifia les documents sur sa tablette. Cependant, la réalisation effective du quota par le département marketing au dernier trimestre était significativement plus basse. Je retournai le trophée. Il y avait une gravure sur la base. Meilleur manager du T2 2025. Michel Dubois. Réalisation de l'objectif à 62%. Qui dirigeait le comité des récompenses?
Le vice-président Victor Prévost l'a approuvé personnellement. Je jetai le trophée dans la poubelle sous le bureau. Un bruit sourd retentit. Révoquer la récompense. Notifier les RH. Rejeter la demande de promotion de Dubois. Antoine écrivit rapidement dans son carnet. Compris. Et qu'en est-il de l'entretien de Chloé? Menez-le comme prévu. Je sortis du bureau et regardai ma montre. Dites juste au RH de déplacer l'entretien du 13e étage à la salle de conférence VIP vitrée du 17e. Leur reste inchangé. Lundi, 10h. Le coin de l'œil d'Antoine tressaillit presque imperceptiblement, il hocha la tête. Compris, Sophie. La salle de conférence VIP. Dans cette pièce, l'un des murs était entièrement en verre et donnait directement sur le couloir de la direction générale. Tout le monde passant devant verrait ceux à l'intérieur, et ceux à l'intérieur verraient tout le monde passant devant. Programmer l'entretien de Chloé là, était plus qu'une allusion transparente. En quittant le département marketing, en passant près du coin près du distributeur d'eau, j'entendis des chuchotements étouffés, pas possible. C'est la nouvelle PDG, l'ex-femme de Michel. 100% vrai. Lynn de la finance vit dans le même immeuble que lui. Elle dit qu'il a été marié 3 ans, divorcé hier, donc sa promotion est tombée à l'eau. Quelle promotion? Je l'ai vu moi-même. La PDG l'a absolument détruit. Il était à 4 pattes ramassant des papiers, les mains tremblantes. Bien fait pour lui. Il a toujours agi comme s'il possédait l'endroit, se cachant derrière Victor Prévost. La dernière fois, pour un reçu, il m'a hurlé dessus devant tout le département pendant 20 minutes. Oui, c'était un frimeur. Je ne ralentis pas le pas et me dirigeai vers les ascenseurs. Antoine appuya sur le bouton du sous-sol 2. L'ascenseur descendit. Sophie, les auditeurs ont confirmé l'heure. Demain à 8h30, ils seront à Starlight Media. Durée prévue de l'audit, 7 jours. 7 jours, c'est trop long, je m'appuyais contre la paroi de l'ascenseur. Faites-leur livrer les résultats en 3 jours. Je paierai le double d'heures supplémentaires. Oui, madame. Et une autre chose. Pendant la réunion, 3 messages sont arrivés sur votre téléphone. Un de l'avocat Stanton. Les documents du fonds fiduciaire sont prêts, en attente de votre signature. Les 2 autres proviennent des PDG de 2 autres filiales de Sterling Holdings, demandant une réunion. L'ascenseur arriva au parking. L'air sentait le caoutchouc et l'essence. L'éclairage était faible. Ma Maybach était garée sur la place de parking réservée au PDG, et sur la place adjacente était garée une BMW blanche. La voiture de Michel. Je m'arrêtai et regardai ce véhicule. Il y a 3 ans, la première voiture de Michel était une berline d'occasion en piteux état. Elle lui avait coûté peut-être $2000. Il se réjouissait comme s'il avait gagné à la loterie. À 2h du matin, il m'avait tiré du lit et m'avait emmené faire un tour sur l'autoroute. Nous avions conduit cette guimbarde pendant 2 ans et demi jusqu'à l'année dernière, quand il l'avait échangée contre une voiture de luxe importée. Le jour où il l'a achetée, il a réuni une foule d'amis pour fêter la voiture dans un bar. Et moi, j'étais resté seul à la maison avec un tournevis, réparant un robinet qui fuyait. Antoine, je détournai le regard. Quel est le programme pour l'après-midi? À 14h, une vidéoconférence avec le bureau du président concernant les détails du fonds fiduciaire. À 16h30, ils apporteront les documents du siège social de Sterling Holdings. Votre signature physique est requise. Annulez la soirée. J'ouvris la porte et m'assis dans l'habitacle. Je vais à l'ancien appartement. La voiture sortit du parking souterrain et la lumière du soleil inonda à nouveau l'habitacle. Je regardais le paysage défiler derrière la fenêtre. Je connaissais cette route par cœur. Pendant 3 ans, chaque jour, j'ai enduré un trajet d'1 heure en bus de l'appartement exigu au marché et retour. Chaque petite épicerie le long de la route était associée aux années de cette vie. Cette boulangerie là-bas. Chaque matin, j'y achetais une pâtisserie à 50 cents, ce stand de fruits. Après 21h, il vendait des restes pourris à prix réduit. Et le propriétaire de ce pressing me faisait toujours payer quelques dollars de plus parce que les chemises de Michel exigeaient l'assouplissant le plus cher. Le téléphone vibra. Un message d'Antoine. Sophie, j'ai récupéré le dossier de Dubois. Son salaire le mois dernier,
y compris le salaire de base et les primes, s'élevait à 10 000 $. 10 000 $. Hier, il a essayé de m'humilier en me jetant 1 000 $. Il s'avère que c'était presque la totalité de son salaire mensuel net. Quand il a sorti cette enveloppe, son cœur a dû saigner. La voiture s'arrêta devant l'ancien immeuble d'appartements construit il y a des décennies. La peinture de la porte en fer de la cage d'escalier s'écaillait à moitié. Les paliers étaient encombrés de vieux porte-chaussures et de cartons. Cliquetant mes talons, je montai au 5e étage, pris une clé polie à mon sac et l'inséra dans le trou de la serrure. La porte s'ouvrit et l'odeur d'humidité et de moisissure me frappa le nez. 30 mètres carrés. Une chambre combinée avec un salon. Les fenêtres donnaient sur le mur de briques aveugles de l'immeuble voisin. Le soleil n'atteignait jamais ici. Pendant une demi-heure par jour, notre photo de mariage était accrochée au mur. Elle avait déjà pâli, et les coins avaient jauni à cause de l'humidité et s'étaient recourbés. De la photographie, une jeune femme riante me regardait. Le visage de 19 ans était enfantinement naïf, comme un bouton non ouvert qui avait été brutalement arraché. J'arrachai la photo du mur et la jetai à la poubelle. Puis j'ouvris le placard et commençai à ranger mes affaires. Il n'y avait pas grand-chose à emballer. Quelques t-shirts délavés, des jeans à carreaux, des ballerines aux talons usés. C'était tout mon haul pour 3 ans de mariage. J'en avais emballé la moitié quand le téléphone sonna. Un numéro inconnu, je répondis. À l'autre bout, la voix d'une femme d'âge moyen. Forte comme si elle parlait sur haut-parleur. Bonjour. C'est Sophie? C'est Gisèle Dubois, la mère de Michel. J'ai entendu dire que tu t'es présentée à son travail aujourd'hui et que tu as fait une scène. Tu as perdu la tête? Je vais te dire ceci. Tu es déjà divorcé de mon fils. Si tu oses ruiner sa carrière, je te ferai vivre un enfer. Je la reconnus. Gisèle Dubois, pendant 3 ans. Chaque fois que nous nous rencontrions, elle me réprimandait de la tête aux pieds. Soit la nourriture manquait de sel, le linge n'était pas bien lavé, ou les coins n'étaient pas nettoyés. Une fois le jour de l'an, devant une douzaine de parents, elle m'avait pointé du doigt et avait crié que m'épouser était la pire malédiction pour son fils. Bonjour, vous m'entendez? Chloé porte l'héritier de notre famille Dubois dans son ventre. Si vous la touchez ne serait-ce que d'un doigt, je raccrochai et bloquai le numéro de Gisèle. Dès que je posai le téléphone, il sonna à nouveau. Cette fois, c'était Antoine. Sophie, situation imprévue. La mère de Dubois a amené 2 personnes dans le hall de Starlight Media au rez-de-chaussée pour vous chercher. La sécurité ne peut pas la retenir. Elle crie dans tout le hall. Une foule s'est rassemblée. J'ai déjà appelé la sécurité du bâtiment, mais votre présence est requise. Il y avait du bruit dans le récepteur. Antoine couvrit apparemment le microphone avec sa main et quelques secondes plus tard continua. Sophie. Gisèle a brisé un verre à la réception, criant qu'elle ne partirait pas avant de vous voir. Je glissai la dernière chemise dans un sac en plastique, le serrai fort, me levai et dis, j'arrive dans 10 minutes. Compris. Oui. Une autre chose. Dubois n'est pas au bureau. La sécurité du bâtiment dit qu'il est parti en voiture il y a environ 15 minutes. Destination inconnue. Au diable. Je pris le sac, jetai un dernier regard à l'appartement où j'avais travaillé comme esclave pendant 3 ans. Écouter des reproches et verser des larmes et sans regarder en arrière, je sortis. En descendant les escaliers, je jetai la clé de l'appartement par une fenêtre ouverte dans la cage d'escalier. Le tintement du métal contre l'asphalte était trop silencieux, presque inaudible. 20 minutes plus tard, la Maybach s'arrêta à l'entrée principale de Starlight Media. Le bruit du hall s'entendait même dans la rue. Quand les portes vitrées s'ouvrirent, une scène de chaos total apparut devant moi. Gisèle, vêtue d'un chemisier floral bon marché, les cheveux en bataille collés à son front, le visage rouge de rage, se tenait à la réception. Des éclats de verre et de l'eau renversés jonchaient le sol. 2 agents de sécurité lui tenaient les bras tandis qu'elle se débattait et lançait des malédictions. Derrière elle se tenait son équipe de renfort, la tante de Michel et son cousin. Ils se tenaient là, gonflés, affichant de l'agressivité de toute leur attitude. Sophie, petite garce. Tu as encore le culot de te montrer ici. Les yeux de Gisèle manquèrent de lui sortir de la tête quand elle me vit. Sa voix semblait capable de percer le plafond.
Regarde-toi dans le miroir. Mon fils t'a ramassé, nourri pendant 3 ans, habillé, t'a donné un toit. Au lieu d'être reconnaissante, tu t'introduis dans son lieu de travail et tu fais semblant d'être la PDG. Tu es obsédée par l'argent, espèce de mendiante. Qui es-tu pour être PDG? Sors d'ici. La réceptionniste se recroquevilla dans un coin. Une véritable terreur se lisait sur son visage. Une foule de badauds s'était rassemblée, employés, visiteurs, même quelques livreurs de nourriture. Je me tenais près des portes tournantes et observais silencieusement Gisèle s'énerver pendant exactement 30 secondes. Après une demi-minute, elle s'essouffla, cessa de se débattre et commença à respirer difficilement. « Avez-vous fini de parler ?» J'ôtai mes lunettes de soleil et marchai vers elle. « Je n'ai pas fini de parler. Je vais te dire ceci, Sophie. Si tu ne confesses pas devant tout le monde tout de suite que tu n'es pas PDG, mais juste une mon fils à jeter. » Gisèle tendit son index, manquant de me le planter dans le visage. Je levai la main et d'un léger mouvement, repoussai son doigt. Tout d'abord, ma voix était si calme que tout le monde autour retint son souffle. Je n'ai rien à confesser. Le conseil d'administration de Sterling Holdings a déjà fait une déclaration officielle concernant mon statut. Si vous avez des questions, demandez à votre avocat de contacter notre service juridique. Deuxièmement, toutes vos insultes à mon égard et la perturbation de l'ordre public sur la propriété de l'entreprise sont enregistrées par les caméras de vidéosurveillance. Troisièmement, je regardais Antoine. Antoine avait déjà pris un document de sa mallette et l'avait déroulé devant Gisèle. Madame Dubois, selon une lettre officielle des avocats, le bâtiment dans lequel vous vous trouvez appartient à notre société. Vous détruisez intentionnellement des biens sur des lieux privés et perturbez le processus de travail. Si Sophie décide de porter plainte, le minimum que vous risquez est de la prison pour vandalisme. Gisèle fixa le document. La couleur de son visage commença rapidement à être remplacée par de la pâleur. Bien qu'elle ne comprenne pas particulièrement le jargon juridique, elle reconnut le logo Sterling Holdings en relief doré. Et plus important encore, la réaction des agents de sécurité et de la foule d'employés la convainquit finalement que tout cela était la réalité. Vous êtes la mère de Michel Dubois, n'est-ce pas? Je fis un pas en arrière, maintenant une distance d'un bras. Vous venez de prétendre que votre fils m'a nourri, habillé et m'a donné un toit, pour lequel je devrais être reconnaissante. Mais est-ce le cas? Gisèle jeta la tête en arrière. Ses yeux étaient injectés de sang. Tu es une campagnarde de nulle part. Si mon Michel ne t'avait pas ramassé, tu aurais depuis longtemps le bail de l'appartement a été signé par Sophie, l'interrompit Antoine, ouvrant le document suivant. Il parlait sans hâte, mais chaque mot frappait comme un marteau. Monsieur Dubois ne possède actuellement aucun bien immobilier. Au cours de 3 ans de mariage, 65% du loyer a été payé par mademoiselle Leclerc. Voici les relevés bancaires. De plus, le versement initial de 15 000 $ pour la BMW blanche de Monsieur Dubois a été entièrement couvert par les économies personnelles de Sophie. La bouche de Gisèle tomba et resta ouverte. Que entendez-vous exactement par les mots nourri et habillé, poursuivit Antoine. Vouliez-vous dire les 300 $ par mois que Monsieur Dubois a loué aux courses ou les cadeaux qu'il a offerts à Sophie en 3 ans? Une chaîne en argent et un sac à main en solde. La valeur totale de ces 2 articles n'excède pas 60 $. Antoine ferma le dossier et se plaça derrière mon dos. Un tel silence s'abattit sur le hall qu'on pouvait entendre l'eau bouillir dans le distributeur d'eau. Gisèle secoua la tête, ses lèvres tremblaient. L'agressivité initiale dans ses yeux s'effrita en poussière, exposant une peur nue. Elle était grossière, mais elle n'était pas idiote. Et elle réalisa finalement que devant elle se tenait non plus la belle-fille soumise qu'elle avait tyrannisée pendant 3 ans. Alors, de quoi vouliez-vous me parler, Madame Dubois? Je remis mes lunettes de soleil foncé, cachant la moitié de mon visage. Si vous êtes venu supplier la clémence pour votre fils, vous êtes en retard. Il est toujours répertorié comme employé de Starlight Media, et je ne compte pas le licencier tout de suite. S'il reste calme et fait son travail, il peut conserver son poste d'adjoint. Une faible étincelle d'espoir apparut dans les yeux de Gisèle, mais je me retournai et me dirigeai vers l'ascenseur. Le bruit des talons résonna sèchement dans la pièce. S'il ne comprend pas l'allusion et essaie de faire un coup, transmettez-lui ceci. Sa carte de salaire, son assurance maladie et son 401K sont maintenant entre mes mains. Faire en sorte qu'il ne puisse pas trouver d'emploi dans cette ville,
louer un appartement ou obtenir une carte de crédit prend exactement 1 minute. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, et j'entrai. Au moment où je me retournai, je vis Gisèle s'affaisser et s'effondrer dans les bras de sa sœur. Je ne regardai pas une seconde fois. Les portes de l'ascenseur se fermèrent. J'ôtai mes lunettes et regardai mon reflet. Sur le visage dans le miroir, il n'y avait ni le triomphe d'un vainqueur ni le ressentiment d'une victime. Seulement une confiance calme, presque glaciale. Cette Sophie qui récurait les sols dans un appartement loué, se frottant les doigts jusqu'à l'os. Cette Sophie qui baissait la tête et murmurait pardon quand sa belle-mère lui piquait un doigt. Cette Sophie qui s'agenouillait dans la salle de bain, léchant le sang de ses lèvres et se convainquait que c'était la dernière fois. Cette Sophie était morte. Le téléphone vibra. Un autre message d'Antoine. Sophie, je viens de découvrir que Dubois est allé chez un bijoutier en centre-ville. Apparemment, il va acheter une bague en diamant. Il est fort probable qu'il va demander Chloé en mariage aujourd'hui. Je fixai ce message pendant 5 secondes puis tapai une réponse. Découvrez de quel magasin il s'agit et configurez-moi leur compte de fidélité le plus élevé. Lundi matin, 9h40. J'étais assise dans un fauteuil individuel dans la salle de conférence VIP fermée du 17e étage. Devant moi, une tasse de café Elite Blue Mountain fraîchement préparée. Cette salle de conférence de Starlight Media était réservée aux clients et investisseurs les plus importants. Le mur entièrement vitré donnait directement sur le couloir où se trouvaient les bureaux des dirigeants. De l'extérieur, tout ce qui se passait à l'intérieur était parfaitement visible. Un long canapé, une table basse, des plantes vivantes, des tableaux au mur. Chaque détail criait silencieusement le statut de cet espace. Antoine se tenait légèrement derrière moi, tenant une épaisse enveloppe en papier craft. À l'intérieur se trouvaient tous les matériaux qu'il avait rassemblés pour moi au cours des 3 derniers jours. Dehors, derrière la vitre, des gens se précipitaient déjà dans le couloir. Le personnel du département marketing, le personnel administratif, et même les responsables des ventes des étages inférieurs trouvaient des excuses pour monter ici et arpenter le couloir en groupe. Tout le monde savait que Chloé venait pour un entretien aujourd'hui, et tout le monde voulait voir ce spectacle de leurs propres yeux. À 9h50, Chloé apparut au bout du couloir. Aujourd'hui, elle avait changé d'image. Une blouse en mousseline blanche, une jupe crayon noir, une tentative évidemment désespérée de passer pour une femme d'affaires. Mais les stilettos rouges de 4 pouces et le bracelet en strass éblouissant à son poignet trahissaient complètement son manque de goût. Elle serrait frénétiquement son CV. Sa démarche était raide, comme si elle marchait sur le fil du rasoir. Alors qu'elle marchait dans le couloir, les yeux des deux côtés la suivaient comme des projecteurs. Quelqu'un faisait semblant de parler au téléphone. Quelqu'un faisait semblant de prendre de l'eau au distributeur, mais les yeux de toutes les personnes présentes étaient rivés sur elle. Chloé s'approcha de la porte de la salle de conférence, prit une profonde inspiration et frappa timidement sur le chambranle. « Entrez » dit Antoine. Elle entra, et son regard se fixa immédiatement sur moi, assise dans la chaise. Son menton se crispa, ses lèvres peintes de rouge à lèvres roses, pressées en une fine ligne, mais elle força immédiatement un sourire tendu. « Bonjour, mademoiselle Leclerc. Je suis Chloé, ici pour un entretien pour le poste de spécialiste en développement de marque. » Sa petite voix redevint mince et douce. Pas du tout la personne qui m'avait traité de perdante au café. Je pris ma tasse de café, entrechoquai la cuillère 2 fois contre le bord en porcelaine, et dis brièvement « Asseyez-vous ». Chloé s'assit en face de moi sur le canapé, gardant les genoux serrés, légèrement inclinée sur le côté, et posa son CV sur ses genoux. Elle avait probablement adopté cette posture d'un cours de mondanité, mais cela paraissait plutôt ridicule. Je pris une lente gorgée de café, l'étudiant par-dessus le bord de la tasse. 10 secondes de silence passèrent. Des gouttes de sueur perlèrent sur le front de Chloé. Elle pensait probablement que l'entretien suivrait un script standard. Parlez-moi de vous, expérience professionnelle, compréhension des tâches, mais je ne dis pas un mot, la laissant mijoter dans le silence. Sophie finit-elle par briser le silence elle-même. Je connais votre situation avec Michel, mais c'est votre affaire personnelle. Aujourd'hui, je suis venu ici avec un désir sincère de rejoindre Starlight Media et de gagner un emploi par mes propres capacités. Capacités. Je posai la tasse sur la soucoupe avec un léger tintement. Eh bien, parlez-moi de vos capacités.
Chloé se redressa et commença à babiller comme si elle lisait un script. J'ai étudié le marketing à l'université, travaillé dans 2 entreprises de médias, spécialisées dans les stratégies de marque, les médias sociaux et les relations clients. Mon blog personnel a 5000 abonnés, ce qui pourrait apporter un trafic supplémentaire à l'entreprise. 2 entreprises, l'interrompis-je. Premièrement, Point Interactive. Vous êtes resté 3 mois. Motif de départ, restructuration d'entreprise. Deuxièmement, Aquamedia. 4 mois. Motif de départ, circonstances familiales. Je tendis la main. Antoine y plaça une feuille de papier. C'était un dossier des RH avec ses dates d'embauche et de licenciement. Vous n'avez pas été licencié de Point Interactive à cause d'une restructuration, mais parce que vous étiez en retard au travail 8 fois et qu'ils vous ont licencié pour faute grave. Je jetai le papier au milieu de la table basse. Vous n'avez pas non plus quitté Aquamedia en raison de circonstances familiales. Le rapport RH indique clairement, violation grave de la discipline au travail, fuite d'un projet non publié à des tiers. En clair, vous avez volé des données de l'entreprise. Le sourire sur le visage de Chloé se figea. Ses lèvres roses tremblèrent. Elle parvint à peine à dire, c'est un malentendu. Un malentendu, gloussai-je. Admettons. Alors je vais vous poser une question professionnelle. Si Starlight Media devait développer une campagne pour une nouvelle marque de cosmétiques nationale, quelle plateforme choisiriez-vous pour le lancement initial? Les yeux de Chloé se tournèrent vers le plafond, ses doigts tripotant nerveusement sa jupe. Eh bien, cela dépend du prix, du positionnement et du public cible. Si ce sont des jeunes, alors TikTok serait probablement le mieux. Justifiez-le. Parce que les jeunes sont sur TikTok. Ils achètent beaucoup de cosmétiques. Soyez plus précise. Je repris la tasse et bus une gorgée paresseusement. Quel est le pourcentage des coûts de promotion dans le budget? Avez-vous comparé les métriques de retour sur investissement entre les canaux sur Instagram et TikTok? Si la première vague montre une rentabilité inférieure aux attentes, quel est votre plan B? Chloé se tut complètement. Ses lèvres tremblèrent. Des larmes commencèrent à perler dans ses yeux. Son CV était rempli de jolis mots, mais dès que nous avons abordé des détails, elle ne put citer un seul chiffre. Je posai la tasse et me penchai en arrière. Spécialiste en images de marque. Salaire de 12 000 $ par mois plus prime et option d'achat d'actions annuelles. J'énumérai les conditions du poste. Mademoiselle, pensez-vous valoir cet argent? Des larmes jaillirent de ses yeux, traçant de légères marques à travers l'épaisse couche de fond de teint. Elle les essuya maladroitement du revers de la main, et des notes de sanglots apparurent dans sa voix. Sophie, je sais que vous avez une vendetta personnelle contre moi. J'admets que je vous ai maltraité, mais Michel m'a tout fait faire. Il a dit que vous étiez paresseuse, que vous manquiez de respect à ses parents, qu'en 3 ans vous n'aviez pas pu tomber enceinte. Vous voulez dire que tout est de la faute de Michel Dubois. J'inclina la tête, la regardant. Chloé fut prise de court, ouvrit la bouche, mais ne parvint clairement pas à trouver de réponse. C'était le moment que j'attendais. Antoine. Antoine s'avança, dégrafa l'enveloppe en craft et en sortit une pile de photos, les posant sur la table une par une. Première photo, Chloé et un homme. Elle est assise sur le siège passager de sa voiture, et ils s'embrassent. Deuxième photo, elle entre dans un hôtel avec le même homme. Heure sur les photos, le 16 du mois dernier, 23 heures. Troisième photo, une capture d'écran d'une conversation textuelle avec un troisième homme. Le contenu est d'une obscénité écœurante. Contact enregistré comme chat chéri. Le regard de Chloé tomba sur les photos et ce fut comme si elle avait été frappée par la foudre. Elle sauta du canapé, paniquée, et commença à ramasser les photos de la table, essayant de les fourrer dans son sac, mais ses mains tremblaient si fort que les photos ne cessaient de tomber sur le sol. Où, Sophie? Où avez-vous eu ça? Sa voix se transforma en un hurlement. Toutes les traces de la postulante Polly disparurent. Le PDG de Sterling Holdings peut embaucher un détective privé pour enquêter sur un candidat. C'est une procédure opérationnelle standard, expliqua Antoine d'une voix monotone. C'est un faux. C'est tout photoshopé. Sophie, vous vous vengez juste parce que Michel m'a choisi plutôt que vous. Je me penchai nonchalamment en avant et ramassai l'une des photos qu'elle avait manquées. La photo avec Chad dans la voiture. Dans le coin inférieur droit,
il y avait un filigrane avec la date. Je tournai la photo face visible vers elle, courbant mes lèvres en un sourire. Le 16 du mois dernier. Vous êtes dans la voiture de Chad. Le même jour à 23 heures, vous allez à un hôtel avec un autre homme. Et le lendemain matin, vous postez une photo sur les réseaux sociaux du petit déjeuner que Michel vous a préparé avec la légende, l'homme le plus aimant du monde. Il n'y a personne de mieux. Chloé, avez-vous oublié de mettre vos publications en privé? Le visage de Chloé fondit complètement. Son maquillage se mêla à ses larmes en un gâchis sale. Elle s'effondra sur le canapé, respirant difficilement comme si elle venait de courir un 100 mètres. Je pris calmement une autre photo et la tins à la lumière. Sur la photo, Chloé et un homme se tenaient devant la mairie, tenant un certificat de mariage. Et Michel est-il au courant de votre précédent mariage? Chloé releva violemment la tête. Ses pupilles se contractèrent en points. Elle se figea comme si quelqu'un avait débranché son appareil. Je posai la photo sur les autres et la poussai vers elle d'un doigt. Il y a 2 ans, à 25 ans, vous avez signé des papiers avec cet homme dans votre ville natale. Divorcé 6 mois plus tard. Motif de divorce, différence irréconciliable. Mais en réalité, vous l'avez divorcé pour être avec Michel dès que vous l'avez rencontré. Est-ce que je me trompe? Ne dites rien à Michel. Sa voix devint mince comme le couinement d'un moustique et ses yeux devinrent rouges. Elle commença à glisser du canapé jusqu'à ce que ses genoux frappent le sol avec un bruit sourd. Je vous en supplie. Ne lui dites rien. Il ne sait rien. Il pense que c'est mon premier mariage. S'il découvre le divorce, sa mère me chassera de la ville. Je terminai mon café et posai la tasse sur la table en verre. Un claquement sec déchira le silence. Levez-vous, dis-je. Chloé tressaillit, s'appuyant sur le canapé, se leva sur des jambes tremblantes. L'entretien d'aujourd'hui à Starlight Media a été mené selon le protocole. Résultat, vous ne répondez pas aux normes de notre entreprise et ne serez pas embauché. Je me levai et ajustai ma veste. Quant à ces photographies, je n'ai aucune intention de garder vos secrets. Et exactement quand et dans quel détail Michel les découvrira dépendra de sa chance et de mon humeur. Vous. Chloé me pointa du doigt, tremblant comme de l'herbe au vent. Sophie, vous êtes un monstre. Je la regardai de haut en bas. Vous considérez cela comme de la cruauté, et ce que vous m'avez fait? Comment cela s'appelle-t-il? Je remis mes lunettes, me retournai et me dirigeai vers la porte vitrée. Au moment où je poussai la porte, tous ceux qui faisaient semblant de se promener dans le couloir tournèrent simultanément la tête vers moi. Dans leurs yeux, il y avait le choc, la peur, et 2 filles se couvraient la bouche, retenant des rires. Elles avaient une vue parfaite de tout ce qui se passait derrière la vitre. La porte se referma derrière moi, coupant les sons des sanglots de Chloé. Après quelques pas, je heurtai de plein fouet un homme, Michel Dubois. De toute évidence, il était monté à toute vitesse par les escaliers. Sa cravate était de travers. Son front brillait de sueur. Il respirait difficilement comme s'il venait d'être tiré de l'eau. Me voyant, il fut stupéfait. « Sophie, qu'essaies-tu d'obtenir » Michel me saisit le poignet. Sa prise était si forte que mes os me faisaient mal. « S'il arrive quoi que ce soit à Chloé, je te tuerai. Tu crois que juste parce que tu as de l'argent, tu peux faire ce que tu veux? Tu crois que tu peux nous marcher dessus ?» Je baissai les yeux sur la main qui serrait mon poignet. Les mêmes jointures blanchies. Les mêmes mains qui, il y a 3 ans, m'avaient serré la gorge. Antoine fit un pas en avant pour le repousser, mais je levai la main, arrêtant Antoine. « Lâche-moi, dis-je à Michel. » Il ne lâcha pas. Au lieu de cela, il serra encore plus fort, grinçant des dents. Tout le couloir regardait cette scène. L'air devint tendu comme une corde d'arc. De ma main libre, je pris le téléphone de mon sac et appuyai sur 3 boutons. L'écran s'alluma. 911. Le bouton d'appel était déjà pressé. Je tins l'écran devant son visage et parlai, articulant chaque mot. Il y a 3 ans, quand j'avais besoin de vos excuses, je ne les ai jamais eues. Maintenant, vous avez osé me toucher d'un seul doigt. Je m'assurais que vous passiez la nuit en cellule de garde au poste de police. Vous voulez me tester? La prise de Michel commença lentement à se relâcher. Finalement, sa main glissa de mon poignet et pendit mollement à son côté.
Il se dégonfla complètement comme un ballon crevé, se recroquevillant en un amas pathétique. J'annulai l'appel d'urgence, rangeai le téléphone et me dirigeai vers l'ascenseur. Antoine me suivit, appuya sur le bouton d'appel et baissa la voix. « Sophie, les résultats préliminaires de l'audit sont prêts. Au cours de la dernière année, au sein du département marketing, 8 transactions totalisant plus de 500 000 $ ont des destinations peu claires. Toutes sont passées par Dubois. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. J'entrai. Rassembler toutes les preuves. Demain matin, demandez au service juridique de préparer un dossier pour la brigade de répression des fraudes financières. Une seconde avant que les portes de l'ascenseur ne se ferment, je vis Michel, chancelant, ouvrir la porte vitrée de la salle de conférence. De l'intérieur s'élevèrent les pleurs hystériques de Chloé et un fragment de phrase. Mikey, elle sait tout. Elle a montré des photos. L'ascenseur descendit. Je baissai les yeux et frottai mon poignet où une marque rouge des doigts de Michel commençait déjà à apparaître. Il m'avait serré comme ça des centaines de fois, et puis il s'excusait toujours, disant qu'il m'aimait trop, qu'il avait juste perdu le contrôle. Les ecchymoses mettaient des semaines à disparaître avant le coup suivant. L'ecchymose d'aujourd'hui disparaîtra aussi. Mais cette fois, ce ne sera pas moi qui en paierai le prix. En quittant Starlight Media, je n'allai pas à l'hôtel. La voiture se dirigea directement vers le siège de Sterling Holdings. Le bâtiment était situé au cœur du quartier financier de Manhattan. 39 étages, une façade en verre bleu profond. Du parking souterrain, je pris un ascenseur privé jusqu'au dernier étage. Les portes s'ouvrirent. Devant s'étendait un couloir avec un tapis gris foncé. Au mur étaient accrochés des diplômes et des photos de Jean-Pierre Leclerc avec des personnes influentes. Au bout du couloir se trouvaient des portes doubles en noyer. Au-dessus de la poignée, une plaque de bronze. Bureau du président du conseil. Je poussai la porte mais me figeai une demi-seconde. Le bureau était obscènement immense. Une fenêtre panoramique occupait tout le mur. Le bureau était fait d'une dalle de chêne centenaire. Sa texture ressemblait aux rides de vieilles mains. Sur les étagères se trouvaient des livres, non pas pour la décoration. Il était clair qu'ils avaient été lus. Des marque-pages dépassaient de certains. Les bords des pages étaient usés. L'avocat Stanton attendait déjà à l'intérieur. Il avait la cinquantaine, les cheveux gris, des lunettes de lecture. Il tenait un dossier dans ses mains. « Sophie, les documents du fonds fiduciaire sont prêts. Jean-Pierre a transféré tous ses actifs dans ce fonds et vous en êtes la seule bénéficiaire. » Il étala les documents sur le bureau et me tendit un stylo. J'ai besoin de 7 signatures dans l'ordre. Je pris le stylo et me penchai sur le bureau. Le son de la plume sur le papier semblait assourdissant dans le silence du bureau. Quand j'eus signé le dernier, l'avocat rassembla les papiers et sortit une autre chose de sa mallette. Une épaisse enveloppe sans timbre, sans adresse, juste les mots à l'encre à ma petite fille Sophie. Jean-Pierre a laissé ceci aussi. Il a demandé de le remettre seulement après que toutes les formalités d'héritage soient terminées. L'avocat s'inclina poliment et sortit. Fermant la porte derrière lui, j'ouvris l'enveloppe. À l'intérieur, une seule feuille de papier fine avec un texte manuscrit. L'encre avait déjà un peu pâli. « Sophie, quand tu liras cette lettre, tout ce qui appartient au Sterling deviendra tien. Dans ma vie, j'ai bâti un empire, mais j'ai perdu mes enfants. Ton père me haïssait. Je l'admets. Ta mère m'en voulait. Je l'admets aussi. Mais tu ne dois rien à cette famille. Cette famille te doit. Rappelle-toi une chose. On peut intimider une personne pendant un certain temps, mais il ne faut jamais se laisser intimider toute sa vie. Jean-Pierre Leclerc. Je pliai le papier, le remis dans l'enveloppe et le glissai dans la poche intérieure de mon sac. Je marchai vers la fenêtre, appuyai mon front contre la vitre froide et fermai les yeux. Et puis le téléphone sonna. C'était Antoine et il parlait beaucoup plus vite que d'habitude. Sophie, urgence. Gisèle Dubois a amené environ 7 ou 8 personnes et a fait irruption dans votre ancien complexe d'appartements. Elle ne savait pas que vous aviez déménagé, a fait une scène et a cassé la fenêtre d'un voisin. La gérance de l'immeuble a appelé la police, mais elle s'est enfuie avant leur arrivée. Les voisins disent qu'elle criait qu'elle vous trouverait et réglerait ses comptes. Où est-elle maintenant? Elle se dirige vers le bureau de Starlight Media. J'ai déjà ordonné le renforcement de la sécurité,
mais des gens comme ça ne répondent pas au langage normal. Je vous suggère de ne pas intervenir. Je m'éloignai du bureau et tirai le tiroir du haut. À l'intérieur se trouvait une lourde réplique d'arme en métal, un souvenir de mon grand-père, un jouet, mais cela me donnait un sentiment de confiance. Je refermai le tiroir d'un coup. Elle ne veut pas seulement régler ses comptes avec moi. Elle veut me forcer à sortir. Me forcer à faire une erreur. Parfait pour elle. Si je me bats avec elle en public, elle pourra faire éclater un scandale dans la presse et me couler. Alors, vous pensez que nous devrions la laisser faire une scène, demanda Antoine. Le plus fort sera le mieux. Dites à la sécurité de les laisser entrer dans le hall et demandez les images complètes de vidéosurveillance de l'extérieur du bureau de Dubois à la sécurité du bâtiment. Envoyez-les sur mon téléphone. Je veux voir de quoi cette femme est capable. Raccrochant, je sortis du bureau. Alors que la voiture s'engageait sur l'avenue, une notification apparut sur l'écran de mon téléphone, montrant un flux en direct des caméras du hall de Starlight Media. La situation avait complètement dégénéré. Gisèle Dubois avait amené 8 personnes, des jeunes, des personnes d'âge moyen et 2 vieilles dames. Elles avaient encerclé la réception. Gisèle elle-même agitait un morceau de ferraille, apparemment ramassé sur un chantier de construction, et jurait bruyamment. 2 des vieilles femmes étaient assises à même le sol, se tapant les genoux et gémissant. « Sophie, sors. Arrête de torturer mon fils. Arrête de te cacher. Notre Michel s'est cassé le dos ici pendant 5 ans, et toi, tu es arrivé et tu veux le virer? Qui diable te crois-tu être? Braves gens. Regardez ça. La PDG de Sterling Holdings opprime de simples travailleurs, jette de l'argent par les fenêtres, essayant de ruiner une famille. La réceptionniste était déjà recroquevillée sous le bureau. Une terreur véritable se lisait sur son visage. Une foule de badauds s'était rassemblée, employés, visiteurs, même quelques livreurs de nourriture. La Maybach s'arrêta à l'entrée. À travers la vitre teintée, je vis Gisèle lever un vase au-dessus de sa tête à la réception. J'ouvris la porte et sortis. Le bruit dans le hall cessa comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton muet, puis explosa avec une force renouvelée. Eh bien, la voici. Gisèle claqua le vase sur le bureau avec fracas et pointa un doigt dans ma direction. Regardez qui s'est montré. Aujourd'hui, je vais arracher votre masque devant tout le monde. La foule derrière elle se rua vers moi, me coinçant dans un coin près des portes tournantes. Les gardes tentèrent d'intervenir, mais je les arrêtai d'un geste. Je tirai l'enveloppe en kraft de mon sac et la tins en l'air. Ceci est l'enregistrement des caméras de sécurité du hall, qui ont capturé ce qui se passe depuis 20 minutes. Ma voix n'était pas forte, mais elle sonnait clairement. Madame Dubois, le morceau de ferraille dans vos mains, cette foule, la verrerie que vous avez brisée, le vase, ainsi que les menaces de violence physique combinées. Cela constitue une peine de prison pour vandalisme et agression. Gisèle fut prise de court une seconde, jeta un coup d'œil à la ferraille dans sa main, mais leva immédiatement le menton. N'essayez pas de me faire peur. J'ai vécu 55 ans sur cette terre et j'ai vu pire. Je vous le dis, si vous ne laissez pas mon fils tranquille tout de suite et ne lui donnez pas sa promotion, je viendrai ici tous les jours. J'ai beaucoup de temps et beaucoup de monde aussi. Avez-vous fini? J'ouvris l'enveloppe et sortis le premier document. Maintenant, c'est mon tour. Je tins la feuille de papier en l'air pour qu'elle puisse la lire. Ceci est un extrait du registre immobilier des propriétés appartenant à Sterling Holdings. L'appartement où votre fils, Michel Dubois, vit actuellement. Brooklyn Luxury Condo, bâtiment 4, unité 202. Le propriétaire est Sterling Real Estate. En d'autres termes, l'appartement où toute votre famille vit m'appartient. La bouche de Gisèle s'ouvrit si grand que ses yeux ressemblaient à 2 boulettes trop cuites. Vous mentez. Michel a lui-même demandé un logement subventionné par l'entreprise pour les spécialistes. Laissez-moi terminer la phrase pour lui, l'interrompis-je. Dans sa 3e année, il a demandé un appartement d'entreprise pour les employés de valeur. Le propriétaire de l'appartement est la société mère de Starlight Media, c'est-à-dire Sterling Holdings. Il est écrit noir sur blanc dans le contrat, en cas de démission volontaire, quittez les lieux dans les 30 jours. En cas de licenciement pour faute grave dans les 7 jours. Dois-je vous montrer le contrat original? Gisèle chancela. Quelqu'un derrière elle se précipita pour la soutenir.
Ses lèvres tremblèrent et le volume de sa voix chuta de 8 octaves immédiatement. Mais vous n'avez pas le droit de simplement jeter des gens à la rue. Nous y vivons depuis presque 3 ans. Il a été loué par votre famille il y a seulement 2 ans et demi, Madame Dubois, ajouta Antoine. Je rangeai le premier document et sortis le second. Toutes les prestations de Dubois, son assurance maladie et son 401K sont gérées par Starlight Media. Son compte de dépôt direct est ouvert auprès de la banque partenaire de Sterling Holdings. Le gel de ces comptes prendra exactement un jour ouvrable. Je sortis le troisième document. Le prêt automobile pour la BMW blanche était garanti par une lettre de vérification d'emploi de Starlight Media. Si la banque reçoit un avis de licenciement, elle a le droit d'exiger le remboursement immédiat du montant total. Le solde restant est de 45 000 $. En cas de défaut de paiement, la voiture sera saisie et vendue aux enchères dans un mois. La couleur quitta le visage de Gisèle par couche. Du rouge, elle devint plombée. Du plombé au blanc. Maintenant, elle ressemblait à un fantôme. L'équipe de renfort derrière elle se calma également. Échangeant des regards, ils envisageaient clairement de s'enfuir. Les deux vieilles femmes se levèrent tranquillement du sol et commencèrent à épousseter leurs pantalons. Mademoiselle Dubois, vous avez dit que vous aviez beaucoup de temps pour régler vos comptes avec moi. Je remis les documents dans l'enveloppe et la refermai. Puis je la regardai droit dans les yeux. La question est, combien de temps reste-t-il à votre fils? Les lèvres de Gisèle tremblaient. Elle ne put émettre aucun son. La ferraille lui échappa des mains et s'entrechoqua sur le carrelage. Je vous donne 2 choix. Je levai 2 doigts. Premièrement, vous prenez toute cette équipe et vous quittez tranquillement et pacifiquement le bâtiment et ne croisez plus jamais mon chemin. Votre fils continue de travailler, recevant chaque centime de son salaire s'il se comporte bien. Deuxièmement, je repliai un doigt. Vous continuez à faire votre cirque et nous allons jusqu'au bout. Les preuves que j'ai sont suffisantes pour garantir que votre famille de 3 personnes excusez-moi. De 4, Chloé est enceinte après tout. Pour garantir que votre famille de 4 personnes soit complètement détruite dans cette ville. Appartement saisi, voiture saisie, Dubois licencié pour faute grave, compte gelé, avec une tache noire sur son dossier d'emploi. Il ne passera pas une vérification d'antécédents dans aucune entreprise, et votre futur petit-enfant ne pourra pas entrer dans une bonne crèche. La plupart d'entre elles sont sponsorisées par Sterling Holdings. Gisèle laissa échapper un couinement étranglé comme une poule qu'on égorge. Quel chemin choisissez-vous? Je baissai la main et entrelaçai mes doigts. Tout le monde dans le hall se figea complètement. Les employés sur les balcons se transformèrent en statues de glace. Gisèle resta immobile. Sa lourde silhouette ressemblait à une statue sur le point de tomber. Elle ouvrit la bouche 3 fois, émettant des sons inintelligibles, mais ne put former une seule phrase. Elle regarda ses compagnons. Tout le monde, y compris sa propre sœur et son neveu, reculait. Sa voix était rauque et calme. Nous partons. Elle se tourna vers la sortie, manquant de trébucher. Les 8 personnes avaient déjà réussi à prendre une bonne distance, et la première glissa par la porte dans la rue. Attendez, criai-je. Gisèle se figea, n'osant pas regarder en arrière. Payez les dommages selon la liste des prix. Un verre de la réception, un vase, une tablette d'enregistrement des visiteurs. Antoine, calculez. Verre $10, vase $200, tablette $500. Le total est de $710, Antoine débita sans sourciller. Entendu, je lançai à Gisèle. $710. Versez-les à la comptabilité dans les 3 jours. Si ce n'est pas reçu, attendez-vous à une lettre des avocats. Elle ne répondit pas, poussa la porte et sortit dans la rue. Le soleil frappa son visage, et je remarquai des larmes scintiller dans ses yeux. Elle les essuya grossièrement avec sa manche, et sans regarder en arrière, courut vers la route. Un silence de mort régna dans l'immense hall pendant 5 secondes. Et puis la pièce explosa en chuchotements. Dans les yeux des employés, on pouvait lire le choc, la peur et un respect non dissimulé. Je me retournai vers les ascenseurs. Du coin de l'œil, j'aperçus une silhouette se rétrécissant derrière un pilier. Michel. Il était resté là et avait tout vu du début à la fin. Son costume était froissé. Sa cravate dénouée et pendante autour de ses clavicules. Ses yeux étaient rouges, mais pas de larmes. C'était une rage acculée, ne trouvant pas d'issue.
Il sortit de derrière le pilier et se tint devant moi. Sophie, sa voix sonna comme du papier de verre frottant sur du métal. Tu as vu à quoi tu as poussé ma mère? J'ai vu. Es-tu heureuse? Pas tout à fait encore. Je passai devant lui sans ralentir. Tu ne t'es toujours pas excusé, mais je ne suis pas pressé. Tu viendras en rampant. Après quelques pas, je m'arrêtai et regardai en arrière. Oh, c'est vrai. Chloé t'a déjà parlé des photos, n'est-ce pas? Combien d'autres photos penses-tu qu'il y a sur mon téléphone que tu ne connais pas? Les épaules de Michel se tendirent convulsivement. Je n'attendis pas de réponse et entrai dans l'ascenseur. Les portes se refermèrent, laissant cet homme seul avec les vestiges de sa dignité. La cabine monta. Antoine s'éclaircit la gorge et rapporta. Sophie, les auditeurs viennent de m'informer. 2 transactions sur les 8 virements douteux ont été tracées. Elles sont allées sur le même compte bancaire. Le titulaire du compte est Chloé. Dubois a utilisé le budget d'entreprise approuvé sous le prétexte d'un dépassement de dépenses et a détourné l'argent sur la carte de sa petite amie. Si c'est signalé à la police, le seuil pour une accusation de grand larcin commence à 10 000 $. Quel est le montant là-bas? Le premier virement était de 150 000 $. Le second de 120 000 $. Totalisant 270 000 $. Je regardais mon reflet dans le panneau miroir de l'ascenseur et expirais lentement. Faites en sorte que les auditeurs construisent une base de preuves en béton. Après-demain à 10 h, contactez l'inspecteur Renaud de la brigade de répression des fraudes financières. 3 jours plus tard, le point de rupture arriva. Pendant tous ces jours, j'avais fait la navette entre le siège de Sterling Holdings et Starlight Media. La comptabilité s'avéra encore plus sale que je ne l'avais imaginé. En 3 ans, il y avait eu 37 transactions problématiques s'élevant à plus de 5 millions de $. Michel n'était pas le seul impliqué. La direction supérieure et intermédiaire, y compris Victor Prévost, avait approuvé la compagnie comme un renard dans un poulailler. Le mercredi à 15 h, j'étais assise dans le bureau du président, signant des papiers. Antoine entra sans frapper, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Sophie, sa voix était tendue. Il y a 10 minutes, j'ai reçu un appel de l'inspecteur Renaud de la brigade de répression des fraudes financières. Je posai mon stylo. Sur le visage habituellement imperturbable d'Antoine apparut une expression inhabituelle. Ses sourcils étaient froncés, ses lèvres serrées. Il y a 2 heures, Michel Dubois s'est personnellement présenté au commissariat et a porté plainte. À propos de quoi? Il a affirmé qu'une fuite massive de secrets commerciaux se produisait chez Starlight Media et que la principale suspecte est vous personnellement. Antoine posa son téléphone sur le bureau. Sur l'écran, il y avait une photo du reçu, une notification de police. Plaignant Michel Dubois. Heure 13h15. Le document était authentique, poursuivit Antoine d'un ton sombre. Il a affirmé qu'en devenant PDG, vous avez utilisé votre position pour voler la base de données clients et les informations financières, les transmettant à des concurrents. Il a fourni 3 preuves, une capture d'écran d'un email avec la liste des clients envoyés par vous à une adresse externe, une photo de votre réunion secrète avec un client concurrent. Et une image fixe d'une caméra de sécurité où vous êtes censé copier des données du serveur après les heures de bureau. Et il a ajouté qu'il remettrait la base de données complète des preuves aux enquêteurs dès l'ouverture d'une affaire. Je me penchai en arrière dans ma chaise et restai silencieuse pendant 10 secondes. Alors, il a décidé d'y aller avec le principe « tu m'as détruit, alors je te détruirai au point ». Je pris une tasse de thé froid et bus une gorgée. Pas de cervelle, mais plus qu'assez d'audace. Porteur de fausses preuves aux fédéraux. Apparemment, il ne lui restait plus d'autres options. Un chien acculé saute sur le mur, sans même vérifier ce qu'il y a derrière, mais cette preuve Antoine hésita. Faux, je le coupai. Je n'ai jamais envoyé de documents à des emails anonymes de ma vie. Je n'en ai pas besoin. Je possède cette entreprise à 100%. Pourquoi me volerais-je à moi-même? Mais puisque la plainte a été déposée, l'unité des crimes financiers ouvrira une enquête. On frappa à la porte. La secrétaire entra. Sa voix trembla. Mademoiselle Leclerc, il y a 2 policiers en bas. Ils veulent vous voir de la division des crimes économiques. Je me levai, ajustai le col de ma veste, vérifiai mes boutons de manchette, puis ouvris le tiroir du bureau et regardai une petite clé USB. Il y a 3 jours,
j'avais demandé à Antoine de télécharger les archives complètes des serveurs de vidéosurveillance, y compris le bureau de Dubois et toute son activité informatique. Faites-les monter, dis-je, serrant le plastique de la clé USB dans ma paume. 10 minutes plus tard, 2 hommes en civil entrèrent dans la salle de conférence du 39e étage. Le plus âgé était l'inspecteur Renaud, la quarantaine, avec une coupe très courte et un regard calme. Derrière lui marchait un jeune agent Leclerc avec une mallette. « Bonjour, mademoiselle Leclerc. »« Inspecteur Renaud, voici mon collègue Leclerc. » Renaud était poli, mais me regarda plus longtemps qu'à l'accoutumée. « Nous avons reçu une plainte. Nous devons éclaircir quelques points. Asseyez-vous. » Antoine leur servit du thé. Le détective n'en but pas. Il sortit des papiers de sa mallette. Ce sont 3 documents de Monsieur Dubois et 12 points d'accusation. Mademoiselle Leclerc, je suis obligé de vous informer de vos droits. Inspecteur, je posai mes mains sur la table. Je connais les procédures. Gagnons du temps. Je vous fournirai tout et ferai également venir mon équipe juridique, mais nous pouvons simplifier cela tout de suite. Je fis glisser la clé USB sur la table vers lui. Qu'est-ce que c'est ? Dubois a manqué un détail. Le système de vidéosurveillance Sterling Holdings couvrant absolument chaque recoin a été installé à l'époque de mon grand-père. Les serveurs stockent les enregistrements pendant 30 jours. Quand exactement Dubois a-t-il découvert la fuite ? Renaud vérifia ses papiers il y a 6 jours, vendredi vers 16 h. Vendredi dernier à 16 h, je tapais du doigt sur la table. J'étais ici au 39e étage menant une vidéoconférence. Il y a un journal électronique ainsi que 5 témoins vivants, des cadres supérieurs. Je n'étais pas dans le bâtiment Starlight Media. Et quant à la réunion secrète avec un client, Antoine tendit une impression à Renaud. Ceci est mon emploi du temps de la journée. De 9 h à 12 h, réunion du conseil d'administration. 13h50, inspection. 15 h, téléconférence avec la direction. 17 h, signature des documents de fiducie. Pas de réunion secrète. L'agent Leclerc photographia la feuille. Et une autre chose, je m'approchai de l'écran géant au mur et appuyai sur un bouton de la télécommande. Dans la plainte de Dubois, il y a une preuve, une capture d'écran de la base de données client. Je l'ai regardée et elle m'a semblé familière. Sur l'écran apparut des images d'une caméra à l'intérieur du bureau de Dubois. Dans le coin de l'écran, un flux en miroir de l'écran de son poste de travail. Ceci est un enregistrement d'il y a 6 jours, vendredi, 16 h. Il ouvre une feuille Excel. C'est un fichier de son ordinateur personnel. Maintenant, regardez à quelle adresse il envoie ce fichier. Antoine s'approcha de l'écran et pointa l'adresse email du destinataire. Si vous faites une recherche sur cette adresse, inspecteur, vous découvrirez qu'elle est liée à un compte anonyme appartenant à Chloé, la petite amie actuelle de Dubois. Un silence de mort plana dans la salle de conférence pendant 10 secondes. Renaud prit une profonde inspiration. Il rassembla soigneusement les papiers et me regarda d'un tout autre œil. Au lieu de la lassitude, un respect non dissimulé se lisait dans ses yeux. Mademoiselle Leclerc, les preuves sont irréfutables. Si la criminalistique confirme l'authenticité de la vidéo, le statut de cette plainte changera radicalement. Il s'agit d'une accusation pour dépôt de fausses déclarations à la police. Nous allons éclaircir cette affaire. Si nous avons besoin de plus d'informations, nous vous contacterons. Il me serra la main et ils partirent. Antoine retourna au bureau. Dieu merci, vous avez enregistré les vidéos. Je rangeai la clé USB dans mon sac. Antoine, ma mère disait toujours, n'attendez pas des crapules qu'elles aient soudain une conscience. Gardez toujours un atout dans votre manche. Dans l'ascenseur, mon téléphone sonna. Un message d'un numéro inconnu. Mademoiselle Leclerc, Céline de la Finance. Dubois a emballé toutes ses affaires à midi. Au téléphone, il disait à quelqu'un que si une affaire était ouverte contre lui, il était fini. Faites attention, répondis-je. Merci. Surveillez-le. Quand je descendis au rez-de-chaussée, le crépuscule tombait sur la ville. Le ciel était inondé d'un coucher de soleil cramoisi. Comme si quelqu'un avait renversé de la confiture de fraises. Pendant que nous attendions la voiture, Antoine reçut un appel. Son visage s'assombrit. Sophie, le vice-président Victor Prévost vient de se livrer à la police.
il a avoué avoir conspiré avec Dubois et détourné le budget publicitaire à hauteur de 500 000 $ et a dit qu'il avait apporté des relevés bancaires avec la signature personnelle de Dubois pour les remettre aux enquêteurs. Il a réalisé d'où venait le vent anglo ces jeux. Décidé de sauter du navire avant qu'il ne coule. Dénoncer son complice pour une peine plus légère. Préparer les documents pour son dossier. Non, laisser le processus suivre son cours. Je m'assis dans la cabine, appelé le chef du service juridique à mon hôtel. Le chef du service juridique, Robert est, un homme de peu de mots avec 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise, arriva à 21 h. Il apporta une énorme mallette remplie d'impressions de contrats. Vêtu de gants blancs, il étala les documents devant moi. 42 documents avec la signature de Dubois. 3 d'entre eux constituent une base de preuves inébranlable qu'il connaissait la procédure de routage financier. La signature sur le faux rapport de transfert de base de données client est la sienne. Il a acheminé de l'argent vers le compte de Chloé, le comptabilisant comme des services d'un entrepreneur marketing externe, une entreprise qui n'existe pas dans la nature. 8 chèques allant de 15 000 à 120 000. Son appétit grandissait à mesure qu'il mangeait comme un renard dans un poulailler. Est-ce suffisant pour un dossier, demandai-je en hochant la tête. Robert ôta ses gants. Grand larcin au premier degré, plus un faux rapport de police, plus le témoignage de Victor Prévost. Il risque 3 à 5 ans de prison fédérale. 3 ans, exactement la durée de mon mariage. Demain matin, remettez ceci personnellement à l'inspecteur Renaud, ordonnai-je. Dans la nuit, mon téléphone bipait. Un message d'Antoine. Sophie, la lumière du bureau de Dubois vient de s'éteindre. Les capteurs de mouvement ont été déclenchés. Je ne répondis pas. La lumière s'éteignit. La dernière trace de Dubois dans l'entreprise fut engloutie par l'obscurité. À l'aube, je fus réveillé par un appel. Identifiant de l'appelant inconnu. J'appuyai sur accepter et activer l'enregistrement. Sophie. La voix de Michel traversa le haut-parleur, à la limite de l'hystérie. En arrière-plan, j'entendais des voitures et les annonces d'une station de métro. Es-tu heureuse? Victor Prévost m'a dénoncé, a remis tous les virements. Tu savais qu'il le ferait. Tu l'attendais. Je me calai sur l'oreiller et bus une gorgée d'eau. Tu appelles juste pour ça. Tu avais promis. Tu avais dit que si je ne faisais pas de vagues, je resterais dans l'entreprise. Tu m'as menti. Sa voix se transforma en un hurlement. Je n'ai pas menti. J'ai dit, si tu te comportes bien. Et quand tu es allé déposer de faux rapports contre moi à la police, as-tu même utilisé ton cerveau? Une respiration lourde planait sur la ligne. Je voulais juste et puis il chuchota. Je dus augmenter le volume. Je voulais montrer que je n'étais pas quelqu'un avec qui on pouvait plaisanter. Je ne voulais pas te mettre en prison. J'étais juste blessé. Pourquoi es-tu là? Pourquoi vis-tu mieux que moi? Pourquoi es-tu assise dans le fauteuil de PDG? C'est ma place. Je me suis cassé le cul là-bas pendant 5 ans. On m'avait promis une promotion et tu es arrivé et tout s'est effondré. Comment étais-je censé simplement accepter cela? Je regardais les rayons dorés de l'aube ramper sur les façades vitrées des gratte-ciel. Michel, tu sais quel est ton problème? Tu te prends pour une victime. Tu avais honte que ta femme n'ait pas de diplôme universitaire. Tu étais blessé d'être resté adjoint pendant 5 ans. Et quand ton ex-femme s'est retrouvée au sommet, tu as décidé que le monde était injuste. Je posai le verre sur la table de chevet avec un bruit sourd. Mais tu as oublié que tous tes succès sont bâtis sur mes os. Tais-toi, cria-t-il si fort que le haut-parleur grésilla. Tu es assise sur les milliards de ton grand-père à me donner des leçons de vie. Espèce de gamine gâtée. Je ris, un rire calme mais glacial. Oui, j'ai un grand-père. Mais il y a 3 ans, quand tu n'avais rien, qui t'a nourri avec ses économies? De qui venait l'argent pour le versement initial de ta BMW? Qui est resté éveillé la nuit pour refaire ta présentation de promotion? J'ai planté la graine et je l'ai arrosée, et tu as un peu grandi et tu as décidé de me déraciner. Combien de temps aurais-tu tenu sans racines? Le silence s'abattit sur le récepteur, et 15 secondes plus tard, un cri étouffé. Michel sanglotait, couvrant sa bouche de sa main. Sophie, je vous en supplie. Sa voix trembla. Je viens de recevoir un appel de la brigade de répression des fraudes financières.
Ils m'amènent pour interrogatoire. Je sais ce qu'ils ont. Sophie, retirez la plainte. Je ferai n'importe quoi. Je me mettrai à genoux devant toute l'entreprise. Je partirai sans un sou. Je quitterai New York et ne reviendrai jamais. Je vous en supplie. Pour nos 3 ans de mariage. Pour 3 ans de mariage. Quelle ironie. Je retirai le téléphone de mon oreille. Michel, ma voix était aussi plate que la surface d'un lac dans un calme plat. Tu te souviens de la première fois que tu m'as frappé? Tu t'es saoulé. Tu es rentré. Je t'ai dit que nous n'avions plus de riz et je t'ai demandé d'en acheter tôt demain. Tu as renversé la table. Les assiettes se sont brisées. Je ramassais les éclats et tu as marché sur ma main avec ta botte. Le verre s'est enfoncé dans ma paume. Le sang a coulé sur le sol. Tu t'es penché et tu as dit une phrase. Tu te souviens. Il resta silencieux. Tu as dit, personne ne te sauvera, Sophie. Tu ne t'éloigneras jamais de moi. Seuls des reniflements étouffés pouvaient être entendus dans le récepteur. Je suis resté silencieuse à l'époque parce que je pensais vraiment que je ne pouvais pas survivre sans toi. Mais maintenant, tout a changé. J'ai survécu et je vis mieux que jamais. Je n'ai pas besoin de tes supplications ni que tu te mettes à genoux. Tu te mettras à genoux devant le tribunal, dans le box des accusés. Je raccrochai. Le téléphone tomba sur le lit. Les cicatrices des vieilles blessures n'avaient pas disparu. Elles avaient juste cessé de faire mal. 3 jours plus tard, la salle de conférence de Starlight Media était pleine à craquer. Des gens se tenaient même dans le couloir. Je me tenais à la tête de la table. Devant moi, un dossier d'ordres exécutifs. Messieurs, ma voix résonna. 3 nouvelles. Premièrement, Michel Dubois est soupçonné de détournement de fonds et de dépôt de fausses déclarations à la police. Une affaire criminelle a été ouverte. L'entreprise met fin à son contrat immédiatement. Une salve d'applaudissements éclata dans la pièce, qui se transforma en une ovation debout tonitruante. Le département marketing applaudit le plus fort. Deuxièmement, Victor Prévost est licencié et a été remis à la police pour conspiration. Troisièmement, le poste de directeur marketing est maintenant vacant. Nous choisirons parmi les 3 managers actuels. Il y a une seule métrique, le profit. La période probatoire est de 3 mois. Celui qui livre les chiffres aura ce fauteuil. La pièce explosa, sur les visages des gens. La peur fut remplacée par un enthousiasme ardent. Après la réunion, je me rendis dans l'ancien bureau de Michel. La plaque nominative avait déjà été retirée. Un morceau de papier y était accroché. Bureau vacant. La femme de ménage avait emballé ses affaires dans des cartons et les avait envoyés à la porte de son appartement d'entreprise d'où il serait bientôt expulsé. Il n'y avait ni trophée, ni photo encadrée, juste un bureau vide et une fenêtre. Je marchai vers la fenêtre, tournai les stores, et la lumière du soleil inonda la pièce. Antoine s'approcha avec une enveloppe. L'avocat m'a demandé de vous remettre ceci. Je l'ouvris. À l'intérieur, une vieille photographie jaunie. Une petite fille avec des tresses construisant un château de sable sur la plage. Du sable sur son visage. Un sourire édenté. C'était moi. Et une note de la main de grand-père. Quand tu avais 19 ans, j'ai cru t'avoir perdu, mais je ne m'attendais pas à ce que tu puisses reconstruire ton château toi-même. Le téléphone bipait. Un message d'un producteur de Lyon-Guette. Mademoiselle Leclerc, nous aimerions discuter avec vous d'un projet d'adaptation cinématographique, suivi d'un deuxième message d'une autre filiale. Le bénéfice trimestriel est en hausse de 20%. Je plaçai la photo de mon grand-père dans ma poche intérieure et ouvris la fenêtre. Le vent de septembre de New York se précipita dans le bureau. Frais, sentant les gaz d'échappement et l'automne. 21 jours depuis le divorce. Dans mes mains, des milliards, 42 entreprises, 13 000 employés. Et Michel est en ce moment assis dans une cellule de garde à Rikers Island, rejouant les 3 dernières années dans sa tête. La fin de notre histoire a été scellée au moment où j'ai signé ces papiers de divorce. Regardez comment il construit son grand château et regardez comment ce château s'écroule. Mais la construction de ma ville ne fait que commencer. Le vent balaya les CV des nouveaux candidats du bureau. Je pris le premier. Le bruit de New York, les klaxons des voitures, le bourdonnement.
Les voix humaines se fondaient en un puissant fleuve vivant. Ma rivière commence son cours.